Je m'appelle Grant Holloway et il y a 3 semaines, je me tenais devant la luxueuse maison que j'avais construite brique par brique, code par code, avec ma femme Sabrina Caldwell, dans les collines de Boulder, dans le Colorado. L'air était raréfié et le calme vivifiant des montagnes enveloppait le silence environnant comme un avertissement. Mon bagage à main était en bandoulière, fourré de souvenirs. Des foulards tissés main d'un vendeur ambulant de Santa Fe, un bracelet turquoise pour elle, un journal relié en cuir qu'elle avait dit un jour utiliser si jamais je lui en donnais un. Mon autre main tenait la clé que j'avais utilisée 100 fois auparavant. Sauf que cette nuit-là, elle ne tournait pas. Au début, j'ai pensé que la serrure était peut-être coincée. Je l'ai secouée doucement, puis plus fort. Je me suis reculé, examinant la porte d'entrée comme un mécanicien évaluant une machine qui aurait soudainement oublié comment fonctionner. La lumière du Porsche vacillait au-dessus de ma tête, son capteur ralentissant pour enregistrer ma présence, comme si la maison elle-même avait été informée que je n'y appartenais plus. Puis mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti, j'ai effleuré l'écran et j'ai vu son nom. Sabrina. L'aperçu de son message s'est illuminé avant même que je l'ouvre. Tu ne fais plus partie de cette famille. Ne reviens plus. Je l'ai fixé, non pas parce que je ne la croyais pas capable de cruauté, mais parce qu'elle ne l'avait jamais exprimé aussi directement. Pas de direction, pas d'explication, juste l'exil. Je suis resté là, le souffle court dans l'air raréfié, clignant des yeux vers l'écran comme si cela allait se corriger. Peut-être y avait-il plus dans le message. Peut-être était-ce une blague cruelle, un malentendu. Puis un autre message est arrivé presque immédiatement. Supplie-moi de te reprendre ou de partir pour toujours. Je me souviens du bruit du vent qui balayait les pins derrière la maison. L'aboiement faible du chien d'un voisin au loin. Je me souviens de la chaleur soudaine qui m'a envahi la poitrine. Ni colère, ni chagrin, quelque chose de plus calme, de plus froid, le genre d'émotion qui ne hurle pas, celle qui vous réorganise doucement l'échine. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas crié son nom comme une amante trahie sur un balcon. J'ai posé la clé sur la balustrade du Porsche, juste à côté du carillon que j'avais installé au printemps dernier. Elle l'avait trouvé pittoresque et s'est détournée. J'ai descendu l'allée avec la même assurance que lorsque j'avais créé cette application qui avait transformé la fortune de sa famille, autrefois impressionnante, en une fortune intouchable. Je suis monté dans la voiture de location. Je ne suis pas parti tout de suite. Je suis resté assis là, le moteur ronronnant doucement, à contempler la maison avec ses pierres blanches et ses portes vitrées. La maison que j'avais payée et qu'elle gardait désormais comme une citadelle. Mon téléphone a vibré de nouveau plus tard, mais pas d'elle. Cette fois, c'était une notification par email d'un nom que je reconnaissais. Richard Ham, objet urgent, Caldwell Estate Holdings. J'ai ouvert. Son ton était sec. Maître Holloway, avocat, nous devons parler. Immédiatement, c'est un sujet sensible qui doit être réglé avant la fin de la semaine. Veuillez appeler ma ligne directe. Je n'ai pas appelé tout de suite. Au lieu de cela, j'ai réservé une chambre de vacances, à la limite de Denver, dans une chambre beige stérile avec parquet stratifié et télévision fixée au mur. Assis au bord du lit, j'ai dézippé mon sac de sport et j'ai sorti le journal, celui que je lui avais acheté. Je l'ai ouvert, j'ai regardé la première page blanche et j'ai griffonné un mot, bref. 2 jours ont passé. Pas de SMS de Sabrina. Pas d'appel. Mais son avocat, m'a-t-il encore envoyé par courriel? On a un problème. Appelle immédiatement. J'ai appelé. Sa voix était chargée d'anxiété, mais je n'ai rien dit pendant les premiers instants. Je voulais l'entendre de sa bouche. Ce qu'il pensait qui n'allait pas. Monsieur Holloway, a-t-il commencé? Sabrina a agi unilatéralement, mais il y a des complications juridiques. Quelles complications? Ai-je demandé d'une voix ferme. Elle n'a pas mis en place les protocoles de séparation appropriés. Et il y a une clause dans l'accord initial, une clause qui semble involontairement déclenchée par ces actes. Je n'ai rien dit. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil. Nous pensons que vous pourriez encore détenir certains droits, notamment en copropriété, liés à la propriété numérique, des actifs essentiels pour Caldwell Holdings. J'ai laissé le silence s'éterniser. Elle n'était pas censée vous exclure, a-t-il ajouté doucement. Pas sans avoir déposé de dossier. Voilà. J'ai dit oui. Et si cela se savait, cela pourrait nuire à l'image de Sabrina, mais aussi de la famille.
Le conseil d'administration est inquiet. Je le savais. Sabrina avait toujours traité le mariage comme une négociation et l'affection comme une monnaie d'échange. Mais elle avait oublié quelque chose que je n'avais jamais oublié. Le papier laisse des traces. Et la clause qu'ils avaient oubliée, celle que j'avais ancrée au plus profond des couches juridiques de notre contrat, était mon assurance. Non par méfiance, mais par nécessité. On ne se marie pas pour accéder au pouvoir comme les Caldwell sans plan de secours. Vous aurez des nouvelles de mon avocat, ai-je dit. Puis j'ai raccroché et, pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas supplié. Je n'avais pas exigé de réponse. J'avais choisi la troisième option. Je suis parti. Mais cela ne signifiait pas que j'en avais fini. Ce n'était que le début. Je me suis réveillé avant l'aube le lendemain matin, le cœur encore palpitant après avoir heurté le verrou de notre porte d'entrée. Les murs fins de la chambre de motel n'atténuaient ni le grondement de la circulation matinale ni le ronronnement lointain d'un climatiseur. Assis au bord du lit, je suivais le bracelet en cuir de ma montre comme s'il contenait toutes les réponses. Dehors, une fine ligne d'aube effleurait l'horizon. Je repensais à la différence profonde que nos vies avaient eue quelques semaines auparavant. Comment Sabrina et moi avions emménagé main dans la main dans cette maison, débordant de rêves communs que je croyais être les nôtres. Maintenant, j'étais l'invité indésirable d'une forteresse que j'avais contribué à bâtir. Sabrina avait toujours été issue d'une famille aisée. Le nom de Caldwell flottait dans les milieux financiers tel un héros de stabilité, d'élégance et de fortune. L'empire bancaire privé de sa famille s'étendait sur plusieurs continents. J'étais l'ingénieur logiciel qui, avec détermination et programmation, avait transformé son projet numérique naissant en une division technologique de plusieurs millions d'eux. Caldwell. Sa présence était inattendue, mais bienvenue. Elle a levé un verre de kombucha étincelant et a dit, « Grant, je sais d'où vous venez, mais ce soir je vois où vous vous dirigez. » Félicitations. J'ai hoché la tête, touché par ces mots. Bien que nous ne soyons jamais réconciliés personnellement, j'ai reconnu que le respect pourrait combler les plus larges divisions. Alors que la soirée blessait, je me tenais à nouveau près de la grande porte chromée. Grâce à cela, il a coulé les conversations d'un brillant avenir, de collaborations encore à former, des conceptions encore à émerger et des innovations à découvrir. J'ai porté mes doigts le long de la poignée métallique fraîche, puis je l'ai ouvert et je suis sorti dans la nuit. Les lumières de la ville s'étiraient devant moi. Chacun témoigne de la possibilité. Derrière moi, le grenier des fils repulsait de la vie. Devant moi, le monde attendait. Cette porte verrouillée sur la colline et Boulder avait été un test. Je l'ai passée en refusant de mendier, en refusant de se casser et en choisissant de sculpter mon propre chemin. Ce soir, alors que je franchissais une porte, je me suis ouvert. Je savais que la liberté n'était pas simplement l'absence de servitude, mais la présence du but. Et avec cela, je suis entré entièrement dans mon avenir. $. J'avais développé l'application qui simplifiait l'intégration des clients et la gestion des risques, une réussite saluée par le secteur et les investisseurs. Je m'étais investi corps et âme dans ce projet, persuadé qu'il constituerait notre héritage commun. Au lieu de cela, il est devenu le levier même qu'elle a utilisé pour me chasser. Mon téléphone s'est allumé avec un nouveau message. Un autre de Richard Ham, l'avocat de Sabrina. Pas d'excuses, pas de chaleur, juste des affaires. Nous avons besoin d'accéder à nos serveurs pour mettre à jour la documentation de conformité. Il était écrit, attendez l'appel de Dileya. Dileya, c'était l'assistante de Sabrina. Polie, distinguée, professionnelle. J'imaginais ses doigts posés sur le clavier, tapant et effaçant, essayant de trouver la bonne formalité pour masquer la panique latente. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai attendu. Je voulais voir à quel point ils seraient désespérés, à quel point ils s'effondreraient une fois privés de leur confiance. Des souvenirs m'ont submergé. Nos premières nuits à la maison, les rires résonnant à travers la voûte du salon. Dîner en chameau dans la salle à manger vitrée avec vue sur les Rocheuses. L'émotion sur le visage de Sabrina lorsque nous avons intégré les fonctionnalités de la maison connectée que j'avais programmée. Chaque interrupteur, chaque thermostat, chaque caméra de sécurité portait mon empreinte digitale. Je me souvenais du dédain à peine voilé de ses parents lors de notre premier soir d'anniversaire, lorsque Gérard Caldwell m'avait scruté du regard comme si j'étais une perturbatrice dans son image soigneusement entretenue. Un homme sans pédigré, avait-il murmuré à sa femme, Béatatrice, comme si j'étais une tache sur un héritage.
Pourtant, à ce moment-là, j'étais trop amoureux et trop naïf pour m'en soucier. Son frère Marshall était pire. Il m'avait accueilli à la porte avec un sourire condescendant. Un cas de charité avec un ordinateur portable, avait-il plaisanté en haussant les sourcils et en feignant la compassion. Derrière lui, le reste de la famille, cousins éloignés, membres du conseil d'administration et amis de la famille avaient ri doucement comme si j'étais une curiosité égarée et disparue de la rue. Sabrina avait ri, ses lèvres frémissant à peine, mais ses yeux brillaient d'une étincelle que je n'avais remarquée que des années plus tard. De l'amusement à mes dépens. Je l'avais balayé d'un revers de main, me disant que l'amour signifiait l'acceptation, que la loyauté les gagnerait. Mais la loyauté, ma loyauté, s'était faite au prix de ma propre dignité. Je me suis douché dans la salle de bain commune du motel, écoutant le goutte à goutte du robinet. Chaque goutte me semblait un battement de cœur, me rappelant que j'étais encore en vie, encore capable d'agir. J'avais enfilé une chemise blanche impeccable et un jean foncé. L'uniforme que j'avais porté pour les présentations au conseil d'administration et les réunions de pitch. Le reflet dans le miroir révélait un homme aux yeux trop fatigués pour son âge, dont la mâchoire était serrée non pas par la colère, mais par la détermination. J'ai attrapé mon sac d'ordinateur portable et mon sac de sport, je les ai jetés sur mes épaules et j'ai réglé ma note. Dehors, l'air matinal était frais sur ma peau. J'ai hélé un covoiturage pour retourner à Boulder, et les banalités polies du chauffeur m'ont submergé. J'ai contemplé le paysage par la fenêtre. Des collines ondulantes, du bétail broutant dans la lumière matinale, la silhouette déchiquetée des rocheuses se dressant au loin. Chaque kilomètre me rapprochait de la maison qui ressemblait à un monument étranger à mon propre effacement. À mon arrivée, Dileya m'attendait dans l'allée, un bloc-notes à la main et un sourire forcé au visage. Elle m'accueillit avec une révérence délicatement mesurée. « Monsieur Holloway, merci d'être venu. Nous avons juste besoin de votre signature ici et ici pour l'accès au serveur et les autorisations de transfert de données. » Chaque formulaire portait l'écusson Caldwell en haut, un symbole qui ressemblait maintenant à une pique pointée sur ma poitrine. Je ne signais rien. Au lieu de cela, je déposais mes sacs sur le porche, laissant les sangles cliqueter contre la pierre. Le sourire de Dileya s'estompa. « Je devrais informer Monsieur Ham de tout retard, dit-elle doucement. Il tient absolument à régler cette affaire rapidement. » Bien sûr, répondis-je d'une voix calme. Veuillez lui faire savoir que je vous recontacterai. Je tournai les talons et m'éloignai sans un mot. L'image de la confusion de Dileya et le léger murmure de la porte verrouillée derrière moi m'apportèrent une satisfaction silencieuse. Je ne ressentis pas la douleur du rejet. J'éprouvais l'excitation de reprendre le contrôle de mon pouvoir. Plus tard dans l'après-midi, je m'installai dans un café du centre-ville, commandai un café noir et ouvris mon ordinateur portable. Je rédigeai un email à Carla Reyes, ma propre avocate, la seule personne qui avait cru en moi sans hésitation. J'y décrivis ce qui s'était passé, le verrouillage, les demandes d'accès cinglantes, la panique sous-jacente que je percevais presque à travers leur communication. J'appuyai sur « Envoyer » et regardai la vapeur du café tourbillonner dans ma tasse. Je n'étais plus une personne de l'intérieur prisonnière des attentes. J'étais une étrangère chez moi, mais ce statut d'étranger me semblait un cadeau. Il me libérait de la prétention d'appartenir à un monde qui ne m'avait jamais vraiment accepté. Alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, je fermai mon ordinateur portable et m'engageai dans les rues de Boulder éclairées par le crépuscule. Je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Mais pour la première fois depuis cette nuit-là, je me sentais en paix. Grâce à cela, j'écrirais désormais ma propre histoire. Non dictée par le privilège, le pédigré ou la définition de la valeur d'autrui. J'aurais ma place à l'extérieur, selon mes propres critères, au-delà de cet héritage, et entièrement selon mes propres critères. Je me souviens de la première fois où j'ai vu Sabrina arpenter le hall de cet hôtel new-yorkais doré, ses talons claquant sur le marbre comme le marteau d'un juge. Elle était toute en marque de créateur et en arrogance sculptée. Un manteau long cintré à la taille, un foulard en soie noué avec précision, les cheveux tirés en arrière révélant des diamants scintillant sous le lustre. Elle recherchait des investissements, disait-on. Je présentais ma deuxième start-up, une plateforme ambitieuse pour les freelances qui, je le croyais, allait révolutionner le secteur. J'étais monté sur le podium sous un logo qui ressemblait à moitié à ma vision, à moitié à son sceau d'approbation familiale, et j'avais réussi à captiver une salle remplie de capital risqueurs. Après cela, quelqu'un au fond murmura. Son nom, Sabrina Caldwell, et je sentis la température de la pièce changer. Je croisai son regard tandis qu'elle s'approchait,
les lèvres tendues en un demi-sourire qui ne touchait jamais les yeux. Ces questions étaient plus profondes que l'examen minutieux d'un investisseur. Qu'est-ce qui me motivait? Qu'est-ce qui m'empêchait de dormir? Où me voyais-je dans 5 ans? Je répondis avec passion, avec conviction. Mais ce que je voyais dans son regard était une évaluation. Une gestionnaire de portefeuille évaluant un actif volatile. Quand j'eus terminé, elle s'approcha et me glissa une carte de visite. Grant Holloway, dit-elle d'une voix douce. Votre ambition irréprochable dans un monde corrompu. Quelque part dans cette flatterie, je crus entendre une promesse d'amour. Nous avons agi vite, plus vite que je ne me l'étais jamais permis. J'ai déménagé à Boulder sans même y réfléchir, utilisant les économies que j'avais réservées aux primes des employés. Nous avons signé le prêt hypothécaire de cette maison à flanc de colline avant même que l'encre ne sèche sur ma lettre d'offre pour rejoindre Caldwell Private Banking en tant que directeur technique. Je me suis dit que fusionner nos vies et nos finances était la suite logique, que l'amour justifiait le risque. Je l'ai vu sourire quand j'ai mentionné nonchalamment que je prendrais son nom de famille légalement. L'éclat dans ses yeux qui disait qu'elle me voyait comme un partenaire. Je me suis laissé convaincre. Mais une fois les réjouissances passées, le revers de la médaille est apparu. Des contrats prénuptiaux soigneusement rédigés et chargés d'une certaine aisance juridique. Sabrina disait que c'était la prudence habituelle dans son monde, mais le murmure des accords de confidentialité s'est insinué dans la conversation comme si l'intimité avait besoin de clauses. Chaque dispute se terminait par un avenant signé à un accord ou un autre. Pour notre protection, disait-elle d'une voix douce mais définitive. Je cédais parce que j'étais amoureuse, parce que je crois encore que la loyauté peut combler tous les fossés. Les soirées mondaines se faisaient plus froides. Ses parents, la posture impeccable de Béatrice, la ferme poignée de main de Gérard ne m'invitaient jamais dans leurs appartements privés. Ils me retenaient à des dîners officiels sous des lustres en cristal, assis à côté de cousins éloignés qui posaient des questions polies avant de retourner aux traditions familiales. Lors des réunions du conseil d'administration, je me tenais en marge, projetant une diapositive dans une présentation intitulée « L'initiative couloir ». Pourtant, l'espace entre les sièges semblait plus ténu, comme si j'occupais un espace qu'ils avaient besoin d'aérer. Marshall, le frère cadet de Sabrina, ne manquait jamais une occasion de me rappeler mon rôle. « C'est généreux de la part de votre femme de vous laisser mener la danse, » disait-il, le rire s'échappant comme un nœud coulant. Je souriais et hochais la tête, atténuant le pincement. Je me disais que mes réussites parlaient d'elles-mêmes et que le temps adoucirait leurs contours. Puis vint le lancement public de l'application. Du jour au lendemain, les téléchargements explosèrent. Les médias me qualifièrent de prodige. Les investisseurs inondèrent nos bureaux de messages. Sabrina fut acclamée comme l'assistante qui avait transformé un géant bancaire en une puissance technologique. Mais sous les éloges, quelque chose changea. Je devins le moteur, mais elle prit le volant. En public, nous formions un couple puissant. En privé, j'étais l'ouvrière discrète qui transformait les murmures condescendants de sa famille en une avalanche d'éloges. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Je travaillais tard le soir, penché sur mes claviers, nourrissant une vision qui semblait mien. Je me réveillais avec des SMS sur mon téléphone détaillant les fonctionnalités à ajouter, les cartes à présenter, les entretiens à accorder. L'implication de Sabrina passait du conseil à la directive. Son ton devenait sec. Il faut repositionner la marque, disait-elle. J'étais rivé sur une tablette affichant des graphiques que j'avais passé des mois à peaufiner. Je hochais la tête et ajustais des lignes de code, marquant silencieusement chaque directive comme une réponse à une question que je n'avais jamais posée. Puis les fissures sont apparues. Lors d'un gala prestigieux de l'industrie, j'ai présenté Sabrina comme ma femme. Son sourire était crispé, son regard poli. Quelques minutes plus tard, je l'ai entendu dire à une connaissance, grand et brillant, mais il est complètement dépassé. J'ai senti ces mots me couler comme de l'eau glacée. Je l'ai affronté dehors, sur la terrasse, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Elle m'a regardé, l'air indéchiffrable. Je dois protéger la réputation de ma famille, a-t-elle dit. Je lui ai rappelé que c'était moi qui avais bâti cette division technologique de toutes pièces. Elle a secoué la tête. Cela ne change rien à nos priorités. J'ai commencé à voir notre partenariat pour ce qu'il était, une illusion dorée, belle, éblouissante, mais creuse au fond. Chaque promesse de partenariat avait un prix invisible. Chaque « nous » dans son vocabulaire me rappelait subtilement que je ne faisais qu'un élément de son monde, tant que cela correspondait à son récit. Malgré tout, je suis resté.
Je codais à l'aube pendant qu'elle dormait. Je rédigeais des propositions d'acquisition avant le petit déjeuner. Je croyais que si je travaillais plus dur, si je prouvais ma valeur sans l'ombre d'un doute, ils finiraient par me reconnaître comme leur égal. Ma famille s'inquiétait, mais je balayais leurs inquiétudes, convaincu que l'amour exigeait des sacrifices. Un après-midi, j'ai traversé notre grand hall d'entrée, la lumière du soleil filtrant à travers les vitraux et peignant le sol en marbre de couleur. Je passai la main sur la rampe lisse, me rappelant la fierté que j'avais éprouvée lorsque nous l'avions choisie ensemble. Maintenant, c'était comme une barrière qui me séparait de la femme que j'aimais et de la famille qui ne m'avait jamais vraiment accueilli. J'inspirais profondément et murmurais dans le vide, « Ce monde est à toi, Sabrina, mais je ne disparaîtrai pas », c'est à ce moment-là que je compris que les illusions dorées, si on les laisse faire, pouvaient devenir des cages de fer. Et les cages, aussi somptueuses soient-elles, vous retenaient captif. Je m'arrêtai sur le parking en gravier du Sunset Lodge juste au moment où le soleil disparaissait derrière les rocheuses, projetant de longues ombres sur l'enseigne lumineuse indiquant une chambre libre. Le motel se trouvait à la limite de Denver. Une bande de plain-pied en stuc jaune moutarde à la peinture écaillée. De nombreuses voitures étaient éparpillées devant, et le vrombissement de l'Interstate 25 était omniprésent. Je coupai le moteur et m'assis un instant, laissant le vrombissement de la circulation et le chant des grillons emplir le silence. Mes affaires étaient minimales, juste un sac de sport et ma sacoche d'ordinateur portable. Apparemment, le reste de ma vie tenait dans ces deux toiles. À l'intérieur, la chambre était petite mais fonctionnelle. Un lit étroit avec une couette à carreaux, une lampe bon marché sur une table de chevet en stratifie et une télévision austère perchée au sommet d'une commode branlante. Je déposai mes sacs près de la porte et passai mes doigts sur la courbe lisse de la poignée en cuir. Tout ce qui comptait pour moi se trouvait dans ces sacs. Je posai mon téléphone près de la lampe, l'alluma et m'installai au bord du lit. Mon reflet me fixait sur l'écran noir. Je me tenais là, épuisé, la mâchoire serrée par une tension inextinguible. J'inspirais profondément et déverrouillai l'écran. Les applications de réseaux sociaux étaient toujours actives, rappel d'une vie partagée qui ressemblait maintenant au rêve de quelqu'un d'autre. J'appuyai sur le profil de Sabrina et le fis défiler. Chaque glissement était une révélation amère. Il y avait une photo prise plus tôt dans la soirée. Des bougies scintillaient au-dessus d'une longue table en chêne sur laquelle s'accumulaient des plateaux de nourriture, des viandes rôties, des charcuteries savamment disposées et une tour de flûte à champagne. Sa famille posait autour, tels des mannequins de porcelaine. Béatrice en chemisier de soie. Gérard en costume parfaitement taillé. Marshall en jean de créateur et un sourire suffisant. Une soirée familiale, avait-elle légendé. Aucune mention de moi. Pas de couvert vide. Rien qui laissait penser que l'homme qui avait conçu le logiciel de la maison connectée vivait et respirait pour des moments comme celui-ci. J'ai fermé l'application et ouvert le site bancaire. Nos comptes professionnels communs étaient toujours enregistrés dans mes favoris, bien que mon nom ait disparu. J'ai saisi mes identifiants. Le cœur battant, je me suis rendu compte que le solde et l'historique des transactions avaient été effacés de ma présence. Des retraits plus importants que tous mes salaires. Des virements vers des comptes Shell et des filiales à l'étranger, tous exécutés sous ma signature numérique. Mes actions, mes gains, ma participation dans Caldwell Tech avaient disparu. Je me suis adossé à la tête de lit, expirant un souffle que je ne savais pas avoir retenu. Le ventilateur de plafond, unique et indépendant, tournait paresseusement, brassant l'air vicié. Mon téléphone vibra, me ramenant brutalement au présent. Je l'alluma et vis le nom que je redoutais, Richard Ham, Esq. L'objet du message indiquait « Urgent Caldwell Estate Holdings ». Mon pouce plana avant que je ne l'ouvre. Le courriel était bref, chaque ligne ciselée avec une urgence professionnelle. Monsieur Holloway. Suite à des complications imprévues, nous avons besoin de votre avis immédiat sur une affaire d'entreprise. Veuillez appeler ma ligne directe dès que possible. Le temps presse. Je fixai l'écran, l'esprit s'emballant. Complications imprévues. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Un frisson glacé me parcourut, comme si quelqu'un reconnaissait enfin que mon expulsion de la maison et de nos conjoints pourrait avoir des répercussions au-delà de la porte d'entrée. Je fermai l'ordinateur portable et me levai, me passant une main dans les cheveux. La moquette orange du motel était étrangement réconfortante sous mes pieds nus tandis que je me dirigeais vers la fenêtre. L'arrière du bâtiment donnait sur une rangée de broussailles, puis sur des étendues ouvertes, sombres et infinies. J'appuyai mon front contre la vitre froide et fermai les yeux.
2 nuits plus tard, j'appelai Am. Sa voix m'accueillit avec un soulagement à peine dissimulé. « Grant, dit-il d'une voix sèche et posée. Merci d'avoir appelé. » Il marqua une pause, comme s'il attendait d'évaluer ma réaction. Je laissai passer un instant. Puis je demandai doucement, « Que se passe-t-il » Son ton se durcit. « Urgent. » Sabrina tenta de couper les ponts, mais elle négligea certaines protections légales. Une clause de votre contrat initial vous accorde la copropriété des actifs numériques liés aux actifs technologiques de la Fondation Caldwell, sous réserve de votre statut matrimonial. En changeant les serrures et en détournant des fonds sans procédure régulière, elle a déclenché une brèche. J'ai fermé les yeux sous le poids de ces paroles. Toutes ces nuits passées à ruminer le jargon du contrat de mariage, ce minuscule paragraphe enfoui sous une montagne de jargon juridique, c'était ma police d'assurance. Alors, j'ai dit, la voix ferme, qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle a fait. Exactement, a-t-il confirmé. Et maintenant, le conseil d'administration familial s'efforce de contenir les conséquences. Ils ont pris des mesures pour limiter les dégâts, mais il est trop tard pour que tout cela disparaisse discrètement. Ils ont besoin de votre coopération pour rétablir l'ordre. Ma poitrine s'est serrée à l'idée de leur panique. Pendant des années, j'ai cherché la validation de cette famille. Maintenant, ils suppliaient l'homme qu'ils tentaient d'effacer. J'ai refermé les yeux et j'ai imaginé la maison sur la colline. Des lumières chaleureuses scintillaient derrière ces élégantes fenêtres en verre. Une forteresse bâtie sur le privilège, maintenant ébranlée par une clause rédigée de ma main. Je me suis laissé aller à savourer un instant de triomphe silencieux. Mais Am poursuivit, nous voulons gérer ça avec délicatesse. Pas de spectacle public, pas de presse. La réputation de Sabrina, l'héritage de sa famille, a besoin d'être protégé. Ils aimeraient régler ça en interne. Je pressai mon pouce contre mes lèvres, pesant mes options. Je pouvais exiger chaque centime. Je pouvais faire voler leur empire en éclats à coups de gros titres. Ou je pouvais élaborer une résolution qui honorerait ce que j'appréciais le plus, le respect, la dignité, la clarté. Compris, dis-je. Enfin. Dis-leur que je t'écoute. Il expira. Un soulagement évident. J'organiserai une réunion avec le comité juridique du conseil d'administration. Je devrais recevoir un appel demain matin. Je raccrochai et m'assis sur le lit, le téléphone encore chaud dans ma main. Le bourdonnement du ventilateur de plafond et le bruit lointain des voitures sur l'autoroute emplirent la pièce. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était être considéré comme un égal, avoir plus d'importance que mon code. Maintenant, j'avais le pouvoir. Je ne cherchais plus désespérément à m'intégrer. J'avais le contrôle. Je me penchai en avant, posai les coudes sur les genoux et fermai les yeux. Les yeux. La nuit du désert s'installa autour de moi. Dans cette humble chambre de motel, baignée par le bourdonnement de l'anonymat, je trouvais la clarté. Ils étaient venus me demander de l'aide. Ils avaient créé le problème. Et maintenant, ils allaient négocier avec la seule personne qu'ils tentaient d'effacer. Je m'endormis, rêvant non pas de cette porte verrouillée, mais de celle que j'ouvrirais à ma guise. Cette deuxième nuit, je fixai le plafond de ma chambre de motel, repensant à chaque interaction depuis l'ultimatum de Sabrina. Les murs en stuc brun me parurent soudain confinés, comme si la pièce elle-même voulait me confronter à la vérité que j'avais longtemps compartimentée. Je pris mon ordinateur portable, les doigts planant au-dessus du clavier. Il y avait une clause enfouie au plus profond du contrat de mariage, si obscure que même un avocat chevronné l'aurait peut-être ignorée sans ma lecture méticuleuse. Je n'aurais jamais imaginé devoir l'invoquer, mais la nécessité a le don de transformer les petits caractères en bouées de sauvetage. J'ouvris ma boîte mail et cherchai le document original. L'équipe juridique de Caldwell m'avait envoyé toutes les versions que j'avais jamais vues. Signé, étiqueté final, révisé, pièce A, pièce B. J'ai parcouru les pièces jointes jusqu'à trouver le contrat de mariage que j'avais négocié un lundi après-midi, 6 mois avant notre mariage. Mon estomac s'est noué en cliquant dessus. Il était là, page 27, au milieu d'une liste à puce dense. Grant Holloway conservera 50% de la propriété équitable de tous les actifs numériques et de la propriété intellectuelle développée grâce à des efforts conjugaux conjoints, sous réserve du maintien du statut matrimonial, indépendamment du domicile physique ou du statut de résident mutuel. Je me suis adossé à la tête de lit, le cœur battant. Cette clause était ma forteresse secrète, mon gilet pare-balles cousu dans la doublure de notre union.
Sabrina et sa famille étaient tellement préoccupés par la protection de leur empire bancaire, de leur patrimoine immobilier, de leur image publique, qu'ils n'avaient jamais examiné mes propositions d'ajustement au contrat. Je me suis souvenu de l'amende sommaire de son avocat, peu importe. Lorsque j'avais demandé à l'inclure, j'avais signé sans tambour ni trompette, pensant qu'il s'agissait d'une formalité enfouie dans le jargon juridique. C'était désormais la clé pour démanteler tout leur plan d'expulsion. Un coup frappé. Un bruit retentit à la porte, me tirant de mes pensées. Je l'ouvris et découvris un livreur à l'air las, tenant une simple enveloppe blanche. Pas d'adresse de retour, juste mon nom tapé au recto. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier à en-tête de Caldwell Private Banking, tamponnée de leur sceau et portant la mention « Confidentiel ». Je la fis glisser, une injonction sincère exigeant la restitution immédiate de tous les codes d'accès numériques, actifs et propriétés intellectuelles. Non pas sous la menace d'une divulgation publique, mais sous la menace de poursuites judiciaires pour manquement à mes obligations fiduciaires. Je refermai la porte et posai l'enveloppe sur la table de nuit. L'ordre était presque grotesque. Ils exigeaient que je cède des droits qui, selon ma propre clause, m'appartenaient jusqu'à la dissolution légale du mariage. Ils avaient en quelque sorte demandé à un homme de céder sa moitié de la maison qu'il avait contribué à construire, puis l'avaient menacé s'il refusait. Il y avait une certaine élégance dans leur désespoir, la reconnaissance que j'avais le pouvoir de paralyser chaque réunion du conseil d'administration, chaque présentation aux investisseurs, chaque assemblée générale des actionnaires. Je ralluma l'ordinateur portable et rédigea un courriel à Carla Reyes, mon avocate personnelle. Mes doigts tapotaient. J'ai rédigé un résumé concis, l'exclusion de la résidence principale, le retrait des fonds, les demandes d'actifs numériques et la clause stratégiquement placée m'accordant la copropriété. J'ai joint une copie du contrat de mariage et du contrat de location. Avant d'appuyer sur « Envoyer », j'ai marqué une pause et les relus. Mon esprit a dérivé vers les nuits passées penché sur des documents juridiques avec Carla. La façon dont elle m'avait encouragé à me protéger aussi farouchement que je protégeais son avocat. J'ai souri à ce souvenir. Je lui faisais une confiance aveugle. Quelques minutes plus tard, Carla a répondu « C'est exquis ». Ils ont attaché la corde. Il suffit de se retirer. Sous sa signature, elle suggérait nos prochaines actions, envoyer une mise en demeure officielle au conseil d'administration de Caldwell, exiger une injonction immédiate contre les agissements de Sabrina et proposer une médiation selon les termes de notre accord. J'ai rédigé la mise en demeure, la présentant non comme une mesure de représailles, mais comme une mesure corrective. Le changement unilatéral de serrure et le détournement de fonds de Sabrina constituaient une violation substantielle du contrat et de l'obligation fiduciaire en vertu de la loi du Colorado et des termes explicites du contrat de mariage. J'ai conclu en demandant une réunion du conseil d'administration dans les 7 jours. Je relis le courriel et j'imagine les conséquences, des appels frénétiques entre les membres du conseil, un conseil juridique s'efforçant de trouver des alternatives. L'équipe des relations publiques rédigeant des déclarations de limitation des dégâts. Ils avaient tenté de m'effacer, mais ils ignoraient à qui ils avaient affaire. J'étais toujours cet ingénieur logiciel dont le code avait multiplié leur fortune. Et maintenant, je tenais le déclencheur d'une avalanche juridique. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Le bourdonnement du ventilateur de plafond et le grondement lointain de la circulation ressemblaient à des tambours appelant à la justice. Allongé sur le lit étroit, l'email de notification ouvert sur mon écran, j'imaginais ce que signifiait exercer un pouvoir que je n'avais jamais recherché. Un pouvoir né des instruments mêmes que mes adversaires m'avaient confiés. Le matin arriva trop tôt. Le soleil filtrait à travers les stores poussiéreux tandis que je rangeais mes quelques affaires. J'appuyais sur « Envoyer », l'avis d'infraction et fermais l'ordinateur. Il n'y avait ni jubilation ni triomphalisme dans mon expression, juste une tranquille résolution. Je comprenais maintenant pourquoi j'avais ajouté cette clause secrète. Parce que parfois, la maison que l'on construit avec quelqu'un peut se transformer en prison si l'on n'a pas la prévoyance de garder une clé. En quittant le motel, je m'arrêtai à l'accueil et tendis la clé de la chambre. Le réceptionniste me lança un regard compatissant. Il voyait probablement des hommes comme moi aller et venir tout le temps. Je souris poliment, récupérai mes bagages et m'avançai dans la lumière du matin. Ma destination était incertaine. Cabinet d'avocat, salle de réunion, peut-être même un retour à la maison sur la colline pour récupérer ce qui me revenait de droit. Mais je n'étais plus anxieux ni effrayé. J'avais acquis la certitude, durement acquise, que l'influence, une fois découverte, pouvait changer le cours des choses,
et qu'une clause secrète était plus qu'un bout de papier. C'était une déclaration que je ne serais pas invisible. C'était la preuve que même dans une cage dorée, on pouvait semer les graines de son évasion. Ainsi, le soleil dans le dos, je quittais le motel pour me diriger vers la suite, certain d'avoir inversé la tendance. À mon arrivée au cabinet d'avocat de Carla Reyes, le soleil de fin de matinée filtrait à travers les baies vitrées, illuminant une élégante table de conférence en acajou, à milieu de la chambre jaune moutarde où j'avais passé ces derniers jours. Carla m'accueillit avec un sourire entendu et une chaleureuse accolade, brève, professionnelle et encourageante. Nous nous installâmes dans des fauteuils en cuir à haut dossier et elle plaça un dossier devant moi. L'étiquette indiquait « Caldwell Holdings contre Holloway, avis de rupture de contrat et propositions stratégiques ». J'ouvris l'épais classeur et parcourus son contenu, des copies du contrat de mariage, la lettre de candiste, l'avis de rupture de contrat que j'avais envoyé par courriel tôt le matin même, et un dossier sur gouvernance du conseil d'administration de Caldwell. Je n'avais rien laissé au hasard. Carla se pencha en avant, treplait les doigts et dit « Ils ont laissé tomber le ballon, Grant. Maintenant, nous capitalisons. » Sa confiance calme ressemblait à une encre. J'ai hoché la tête. « Quelle est notre première décision ? » Nous restons silencieux, a-t-elle dit sans hésitation. Ils s'attendent à un combat de votre part. Un communiqué de presse, un poste public, un grand geste. Au lieu de cela, nous les laissons cuire dans l'incertitude. Chaque appel sans réponse, chaque email ignoré, chaque demande de résolution immédiate a rencontré ces mots polis. Était juste. Premièrement, Carla déposerait l'avis de violation officielle auprès du tribunal du comté de Denver, en montrant la machinerie légale. Ensuite, elle enverrait une lettre au conseil d'administration de Caldwell exigeant une médiation à la porte hostile dans les 10 prochains jours de travail. Pendant tout ce temps, nous maintenons le silence radio. Aucune communication directe avec Sabrina, son avocat ou tout représentant de Caldwell, sauf par le bureau de Carla. J'ai noté des notes dans mon journal en cuir bien usé, celui que j'avais apporté du motel. Chaque page était plus importante maintenant, une chronique de la façon dont j'ai récupéré l'agence dans une situation conçue pour m'en déshabiller. J'ai pris une gorgée du café tiède que Carla avait soigneusement fourni. Malgré l'amertume, cela m'a ancré. Plus tard dans l'après-midi, je suis retourné à Boulder, pas dans le domaine fermé, mais à un modeste espace de co-travail du centre-ville que j'avais réservé comme base temporaire. Le bâtiment à face en verre abritait des pigistes et des start-up. L'atmosphère économique et énergique. J'ai revendiqué un bureau d'angle, branché mon ordinateur portable et ouvert un nouveau document. Holloway Trades Independent Venture à Perline. J'ai commencé à rédiger des idées pour une start-up de technologie de la mode que j'avais nourrie pendant mon temps libre. Une plateforme Edriven pour les vêtements personnalisés que j'avais lancée en privé à Sabrina il y a des années, et elle a rejeté comme un passe-temps frivole. En tapant, j'ai ressenti un scintillement d'excitation qui n'avait rien à voir avec les clauses prénuptiales ou le chaos familial. C'était pur et non gardé. Le frisson de la création, j'ai esquissé un plan, des partenariats avec des concepteurs locaux, une intégration avec des fournisseurs de textiles durables, une feuille de route d'ingénierie maigre et une stratégie de financement d'amorçage. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, je ne réagissais pas. Je construisais. Au cours des 2 prochains jours, le silence était assourdissant. Mon téléphone est resté silencieux lorsque Dia a appelé avec des urgences polies lorsque le fixateur de médias de Winston Caldwell a laissé des messages vocaux dégoulinants de menaces à peine voilées. Lorsque l'avocat de Sabrina a envoyé des emails agressifs passifs, chaque ping aurait une fois envoyé mon cœur battre. Maintenant, je les ai tous ignorés. Chaque message sans réponse a ajouté du poids à l'anxiété que je connaissais doit être rongeant leur quartier général opulent. Le matin du jour 5, Carla m'a appelé tranquillement. Gérard Caldwell a contacté mon bureau en contournant directement Am. Il veut comprendre si vous avez l'intention de négocier du tout. Je m'arrêtais, en pensant aux innombrables nuits que j'avais endurées judicieuses de Gérard regarde les rassemblements de famille. Sa voix, quand elle est passée par la ligne de Carla, a été chasée. Monsieur Holloway, a-t-il dit, j'ai mal jugé vos intentions. Ma famille a besoin de votre coopération pour protéger nos investisseurs et l'image publique. S'il vous plaît, pouvons-nous nous rencontrer ? J'ai fermé les yeux, sentant la gravité du moment. C'était l'aboutissement de notre stratégie. Le patriarche lui-même, assez humilié pour étendre une branche d'olivier. J'ai demandé à Carla ce qu'elle avait conseillé. Tenez la ligne, a-t-elle indiqué. Laissez-le attendre un jour,
alors décidez si vous voulez vous rencontrer en personne ou que son conseil vous vienne à vous. Quoi qu'il en soit, maintenez le contrôle. J'ai passé cette journée à affiner le contour des fils de couloir, à esquisser des organigrammes, à rédiger des emails à des collaborateurs potentiels. Pendant ce temps, j'ai senti le bais de la panique se laver dans leur couloir. C'était un renversement grisant, qui a souligné comment la puissance se déplace en silence. Le lendemain matin, j'ai demandé à Carla d'accepter une réunion à son bureau. Gérard arriverait pour une négociation de porte à huis clos. En insistant sur les locaux de Carla, j'ai renforcé la réalité à laquelle j'ai répondu à personne d'autre que mon propre conseil. Carla et moi avons organisé la pièce méticuleusement. Table en chêne poli, 2 chaises face à l'autre, un 3e siège pour Gérard en face de Carla. Nous avons placé des copies imprimées de ma proposition. La solution chirurgicale que j'ai rédigée quelques jours plus tôt à chaque paramètre. Les murs étaient ornés d'art abstrait qui parlait de la stratégie calme, et non de la confrontation. Lorsque Gérard entra, ses épaules arrondies, les yeux méfiants, j'ai reconnu les lignes de défaite subtiles sur son visage aristocratique. Il était un homme habitué à l'autorité, maintenant contraint de compter avec les retombées des décisions impulsives de sa fille. Carla nous a présenté et Gérard a offert un signe de tête rigide. Il n'a pas cherché une poignée de main. Je n'en ai pas offert un. Carla a commencé. M. Caldwell, je laisserai Monsieur Holloway présenter ses conditions. Elle a glissé la proposition à travers la table. Je l'ai pris et j'ai parlé clairement, chaque mot délibéré. Remerciement public de mes contributions à Caldwell Tech. Un rachat privé de mes actions à l'évaluation actuelle, une pleine propriété de Trades Holloway avec le soutien de Caldwell en tant qu'investisseur initial, des assurances écrites contre les représailles et une indemnité légale finale des obligations de mariage. Les lèvres minces de Gérard se pressaient. Il baissa les yeux sur le document, puis me retournait. Ces termes sont précis, dit-il tranquillement. Mais ils sont justes. Carla se pencha en avant. Tant que les 2 parties adhèrent à cet accord. Cette question reste confidentielle et contraignante. Gérard acquiesça lentement. Très bien. Nous rédigerons le règlement. Je m'excuse pour la détresse que ma famille vous a causée. Ces excuses ne suffisaient pas à effacer les semaines de trahison, mais cela a signalé la fin de leur contre-mesure et le début de mon nouveau chemin. Lorsque Gérard est parti, Carla et moi avons échangé un coup d'œil. Pas de triomphalisme, juste un soulagement. Weed a exécuté le compteur silencieux se déplacer vers la perfection. Je me sentais plus léger, prêt à fermer ce chapitre tumultueux et à ouvrir le suivant. Dans les conséquences silencieuses, j'ai réalisé que le pouvoir n'avait pas besoin de rugir. Parfois, il murmure. L'appel est venu un jeudi après-midi au moment où je testais le dernier prototype du module de conception Holloway Trades & Driven. Mon écran d'ordinateur portable était vivant avec des échantillons de tissu et du code, le bourdonnement de l'innovation se mélangeant avec le robinet constant des touches. Puis le nom de Carla a traversé ma fenêtre Skype. J'ai raffiné l'audio et je ne l'ai pas été, à moitié attendant une autre mise à jour juridique actuelle. Au lieu de cela, la voix de Gérard Caldwell a rempli la pièce, secouée, cassante et étrangement plaidant. Grant a commencé. C'est bien, ça est devenu incontrôlable. Je me suis arrêté. Au cours des semaines qui ont suivi notre réunion, le conseil d'administration de Caldwell avait exécuté notre accord rapidement, supprimant les menaces immédiates à ma copropriété. J'avais reçu les fonds de règlement, signés avec reconnaissance du public et regardé le communiqué de presse circuler sous un embargo minutieux. Mais maintenant, Gérard appelait de l'œil de la tempête. Que se passe-t-il? Ai-je demandé en mettant de côté mon café. Il soupira et je pouvais presque le voir passer une main dans ses cheveux éclaircissants. Le conseil d'administration se fracture. Certains membres veulent couper entièrement les ailes de Sabrina. Retirez-la en tant que directrice de la technologie. D'autres insistent sur le fait qu'elle agissait par peur. Les réunions du conseil d'administration se sont transformées en sessions de blâme. Les investisseurs sont serrés. On parle d'une crise de leadership. Je me penchai en arrière, écoutant le faible cliquetis de porcelaine alors qu'il bougeait. Sa voix était distante, comme si la pièce qu'il occupait bourdonnait de débats houleux. On dirait qu'il s'effondre. Il a hésité. Votre proposition, bien que raisonnable, a exposé des fissureurs plus profonds. Ils ont fait confiance à votre code et à votre jugement. Maintenant, ils remettent en question tout. Ils craignent de revenir et de réclamer plus.
Ils craignent que leur empire soit plus fragile qu'ils ne le laissent. J'ai frotté mon temple. C'était exactement le résultat que j'avais prévu. Mon effet de levier avait livré une vague de choc à travers leur salle dorée, mais peut-être que je n'avais pas expliqué les retombées complètes. Comment le plaquage de l'unité d'une famille pourrait se craquer sous la tension de la trahison et de la fraude légale? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour aider à stabiliser la situation? J'ai demandé. Il laissa échapper un rire vacillant. C'est la question. Certains veulent vous excuser auprès de vous publiquement, vous offrir un siège permanent au conseil d'administration. D'autres soutiennent que c'est une folie que vous chercherez une vengeance ou d'autres concessions. Ils sont paralysés par le doute. J'ai fermé les yeux et j'ai senti le tampon bas de mon rythme cardiaque. Mon monde avec des fils creux attendait, mais voici une famille dans le chaos parce qu'ils m'avaient sous-estimé. Un étrange sens des responsabilités a fait faillite. Pas pour eux, mais pour l'intégrité de l'entreprise que j'avais construite avec Sabrina. S'ils souhaitent restaurer la stabilité, ils doivent communiquer clairement, ai-je dit. Une déclaration officielle reconnaissant mes contributions, un engagement envers un CTO successeur avec ma recommandation. Un calendrier pour les transitions qui ne perturbe pas la confiance des investisseurs. Il expira, un soulagement résonnant à travers la ligne. Je peux pousser pour ça. Vous êtes prêt à conseiller sur la transition? J'ai hésité. Les blessures étaient fraîches. Mais ma réputation, mon héritage dépend de plus que de l'acrimonie. Cela dépendait de la démonstration que je n'étais pas vindicatif, mais fondé en principe. Oui, dis-je enfin. Je vais aider à la condition que toutes les communications passent par le bureau de Carla et que je ne suis soumis à aucune rhétorique publique au-delà de ce que nous avons convenu. Compris. Sa voix se stabilisa. J'appellerai une réunion spéciale du conseil d'administration pour lundi. Voulez-vous nous rejoindre? J'ai accepté. Carla et moi avons passé le week-end à nous préparer. Nous avons rédigé un plan de présentation mettant en évidence la feuille de route technique que j'avais créée pour Caldwell Tech, les sources de revenus prévues, les jalons des investisseurs et un plan de transition pour un nouveau leadership. L'objectif était clair, pour déplacer le dialogue du scandale à la stratégie, de la fracture à l'élan. Lundi matin est arrivé avec un froid dans les airs. Les toits de montagne de Boulder ont été encadrés par la fenêtre de mon bureau alors que je suis entré dans la salle de réunion au siège de Caldwell Private Banking. J'avais porté un costume de marine sur mesure, des lignes épurées, pas de marque voyante, quelque chose qui parlait de professionnalisme sans ostentation. Carla était à mes côtés, sa présence une ancre rassurante. La salle de conférence elle-même était grande. Table en chêne poli, chaises en cuir, fenêtres du sol au plafond surplombant la ville et des portraits de patriarches passés de Caldwell regardant comme des sentinelles vives. En entrant, j'ai rencontré le regard glacial de Beatrice Caldwell. Sa posture était impeccable, mais ses yeux se ramollissaient pendant une fraction de seconde, reconnaissant l'homme qui avait à la fois construit et ébranlé leur empire. Gérard rose pour me saluer, tendant une main que je servais fermement. Derrière lui, Marshall était assis, les bras croisés, les yeux se dressant entre moi et sa sœur. Sabrina elle-même était assise à la tête de la table, les épaules au carré, l'expression illisible. Gérard s'éclaircit la gorge. Grant, merci de vous joindre à nous. Nous sommes ici pour aborder à la fois les retombées et le chemin à suivre. Il a fait un geste vers un écran de projection, qui a traversé la vie avec le plan de stabilisation et de transition du titre. Je me suis avancé et j'ai cliqué sur la télécommande. La première diapositive a affiché un calendrier du développement de l'application et un lancement à noter avec des mesures de performance clés. Les témoignages des investisseurs ont fait défiler tranquillement la marge, atteignant mon leadership. Les membres du conseil d'administration se sont déplacés sur leur siège, certains hochant la tête, d'autres se penchant comme s'ils redécouvraient quelque chose qu'ils avaient tenu pour acquis. Ibegan, ladies and gentlemen, the events of the past weeks have shown that our governance structure was to depend on a single individual, myself. While that speaks to the strength of our technology leadership, it also reveals a vulnerability in succession planning. Today, he proposes a roadmap to ensure continuity, stability, and sustain innovation. For the next 45 minutes, il lay out the plan, establishing a deputy CTO role to mentor internal candidate, forming un comité consultatif, dont 2 experts en technologie externe pour guider l'évolution de la plateforme. La salle avait changé. Le conseil d'administration, nous acceptons de tout cœur ces recommandations. Grant,
votre professionnalisme et votre expertise sont inestimables. Nous sommes impatients de travailler avec vous grâce à cette transition. Je me suis permis d'un modeste sourire. L'effondrement de la famille, bien que douloureux, avait conduit à des réformes nécessaires. J'avais façonné le résultat non pas par la rage, mais par la stratégie raisonnée. Mon coup de comptoir calme résonnait maintenant dans la résolution renouvelée du conseil d'administration. Alors que nous avons ajourné, j'ai attiré l'œil de Sabrina. En ce moment éphémère, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à du respect. Aucune chaleur, mais la reconnaissance que notre partenariat, aussi imparfait comme il était, avait créé quelque chose de remarquable. J'ai quitté la salle de réunion avec Carla, nos pas faisant écho dans le couloir en marbre. Mon téléphone a bourdonné de messages de mon équipe de fils de couloir en attendant mon retour. J'ai ressenti une vague d'anticipation pour ma propre entreprise, une chance de construire sans problème par les luttes de puissance ou les agendas cachés. À l'extérieur, le ciel du Colorado était clair et lumineux. L'air sentait le pain et la possibilité. L'effondrement de la famille avait été un creuset, mais de sa chaleur a émergé la clarté. Mon chemin ne résidait pas dans les demeures ou les hautes politiques, mais en créant quelque chose qui portait mon nom et mes valeurs. Alors que je retournais à ma voiture, j'ai ressenti un sentiment de libération qui a dépassé de loin toute colonie ou copropriété. J'avais non seulement survécu à leur trahison, mais je l'avais transformé en catalyseur pour quelque chose de plus grand. Et maintenant, l'avenir s'est étendu devant moi, uncharted et prometteur, attendant que je le revendique. Lorsque la poussière s'est finalement installée, la confiance du conseil a restauré et la réputation de la famille provisoirement corrigée, j'ai pris un moment seul dans la petite salle Annie de la salle de conférence de Caldwell. Les murs en bois poli reflétaient mon reflet fatigué alors que je passais en revue la proposition que j'ai rédigée quelques jours plus tôt. Mon plan pour rompre les liens proprement, équitablement et définitivement. Ce n'était pas une vengeance. Ce fut une chirurgie de précision sur une relation qui était devenue une responsabilité pour les deux parties. J'ai glissé le dossier contenant mes termes dans une enveloppe de manille. La déclaration publique reconnaissant mon rôle dans la construction de Caldwell Tech, le rachat privé de la juste valeur marchande, la pleine propriété de mes fils de capital risque et une garantie de non-représailles, toutes clairement énoncées. J'avais pris soin de rester juste. Après tout, mon objectif était de récupérer ma dignité et mon avenir, de ne pas punir. De l'autre côté du couloir, l'ascenseur privé de la famille Caldwell fredonnait. Il transportait Sabrina et ses parents jusqu'à la suite exécutive où il finaliserait les détails. Je suis resté dans le couloir silencieux, les mains reposant sur l'enveloppe, l'esprit rejouant la trajectoire de notre mariage. De la promesse grisante d'une ambition propre à New York à la froide réalité d'être verrouillé d'une maison que j'ai aidé à créer. Je n'étais pas amer, j'ai été résolu. Carla m'a rejoint quelques instants plus tard, offrant un signe de tête de soutien. Ensemble, nous sommes entrés dans la salle de conférence où Gérard et Sabrina attendaient à la longue table, gardaient l'espoir dans leurs expressions. J'ai placé l'enveloppe devant eux. Voici mes termes. J'ai commencé, la voix stable. Premièrement, une reconnaissance publique publiée par Caldwell Private Banking, créant mes contributions au succès de la division technologique. J'ai regardé les yeux de Sabrina se détourner de l'enveloppe pour moi, la tension adoucissant juste assez pour révéler la vulnérabilité. Deuxièmement, j'ai poursuivi, un rachat privé de mes capitaux propres de 50% dans tous les actifs numériques pertinents calculés à l'évaluation actuelle non actualisée pour les circonstances. Gérard expira, ses épaules s'affaissant de soulagement qu'un nombre concret ferait la fermeture. Troisièmement, la propriété complète et l'autonomie sur les fils creux. L'entreprise que j'ai fondée et développée indépendamment. Les lèvres de Sabrina se pressaient, se penchant en avant en considérant les implications. Enfin, dis-je, un accord de dissociation permanente, pas d'interférence de presse, pas de représailles et une alliance légale garantissant une non-dédiction mutuelle. J'ai plié mes mains, laissant la finalité de mes mots pendre dans le calme. Ils ont échangé des regards. Les yeux de Béatrice frappent des excuses non tournées. Gérard semblait avoir vieilli 10 ans en l'espace de cette négociation. L'expression de Sabrina était inscrutable, un mélange de regret et de démission. Après un moment, Gérard a parlé. Grant, ces conditions sont claires et compte tenu des circonstances, justes, a-t-il dit. Nous rédigerons le règlement immédiatement. Sabrina se tenait. Sa voix trembla légèrement. Grant, je suis désolé pour tout. J'ai levé une main. Aucune excuse nécessaire. C'est simplement ainsi que nous avançons.
Ses yeux brillèrent. J'espère que vous trouverez ce que vous recherchez. J'ai hoché la tête. J'ai déjà. Carla et moi avons quitté la salle de conférence avec des copies de l'accord signé en main. Dans le couloir, la tension s'est dissipée, remplacée par un calme curieux. Nous sommes entrés dans l'ascenseur et sommes descendus. Au rez-de-chaussée, j'ai récupéré mon manteau et mon sac. Plus l'ordonné, mais un homme libre de suivre son propre chemin. À l'extérieur, le soleil de l'après-midi brillait de la façade en verre. J'ai salué un taxi et je l'ai dirigé vers l'aéroport à destination d'Austin, où les fils creux attendaient son lancement officiel. Alors que le paysage urbain glissait devant les fenêtres teintées, j'ai réfléchi aux derniers mois. La porte verrouillée qui a tout commencé, la clause secrète qui a changé le pouvoir, le silence calculé qui a démêlé l'orgueil de la dynastie. Rien de tout cela ne concernait des rancunes. Il s'agissait de la vérité, du respect et du contrôle d'une vie qui a presque déraillé. J'ai regardé les rocheuses reculer au loin et j'ai senti l'anticipation gonfler, une excitation née non pas d'un conflit, mais d'une possibilité inexplorée. Au moment où nous avons atteint le terminal de l'aéroport, j'étais prêt. Prêt à entrer dans un nouveau chapitre défini par mes propres choix. Parce que parfois la plus grande proposition n'est pas faite à une autre personne, mais à vous-même. Pour honorer votre valeur, fixer des limites et repartir la tête haute. La transition du crusadé d'entreprise à l'entrepreneur naissant s'est sentie surréaliste. Je suis monté à bord du vol vers Austin avec un seul bagage à main dans mon journal, le manifeste de Holloway et Genesis. Les fonds de règlement étaient toujours assis dans mon compte, un tampon contre les faux pas, mais aussi le catalyseur dont j'avais besoin pour lancer ma propre vision. Alors que l'avion descendait sur l'horizon tentaculaire de la ville, j'ai pensé au grenier minimaliste que j'avais loué. Les murs blancs, les planchers de bois franc noir et les fenêtres de piqûres de sol surplombant le Congrès du Sud. Pas de luminaire doré, pas de salle de bal caverneuse, juste une toile vide qui attend la création. Au milieu de l'après-midi, j'avais dégagé les dernières boîtes et nous sommes tenus pieds nus sur le sol poli. L'espace résonnait avec des possibilités. J'ai déballé mon ordinateur portable, installé un bureau de fortune contre le mur et ouvert mon contour pour les fils de couloir. La fusion de la technologie de la mode avait toujours été ma passion secrète. Et Driven Custom Design qui apprennent un style, une taille et des préférences individuelles au fil du temps. C'était un projet rejeté par Sabrina à huis clos comme mesquin. Maintenant, avec son empire installé derrière moi, je pouvais me consacrer pleinement à ce rêve, j'ai commencé à esquisser l'identité de la marque. Un logo propre fusionnant une ligne hachetée et élégante, une palette monochrome pour laisser briller le design, et un énoncé de mission mettant l'accent sur la durabilité et la personnalisation. J'ai imaginé des partenariats avec des coopératives textiles locales en Éthiopie et au Pérou, les communautés où l'artisanat prospérait, mais la portée mondiale était limitée. J'ai rédigé des emails aux contacts que j'avais établis lors de conférences de technologie de la mode, lancé le concept et recherchant des collaborations pilotes. À chaque touche, j'ai ressenti le poids de la combinaison des batailles de l'année dernière. Ici, j'étais simplement Grant Holloway, fondateur, créateur, innovateur. Ce soir-là, je me suis aventuré sur son avenue du South Congress, où des signes de néon ont fait signe de vitrines vintage et de camions de nourriture ont envoyé des aromaumes grésillants dans l'air humide. J'ai attrapé des tacos sur une remorque en bordure de route et j'ai trouvé un banc surplombant une murale peinte avec des coups audacieux de turquoise et d'or. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, laissant l'énergie de la ville à travers moi. Seul à Boulder, je me sentais comme un fantôme dans le manoir de quelqu'un d'autre. Ici, je me sentais vivant parmi les étrangers et les possibilités. De retour au loft, j'ai rédigé le premier communiqué de presse en présentant des Threads Holloway, une mode personnalisée alimentée par AI avec une conscience. Je l'ai présenté comme une annonce personnelle, aucune mention des colonies ou des drames de conférence. Juste une description succincte de notre lancement, l'équipe que nous assemblons et notre engagement envers la fabrication respectueuse de l'environnement. J'ai l'intention de le partager sur LinkedIn et avec des contacts de l'industrie tôt le lendemain matin. Le sommeil était insaisissable. Je me suis allongé dans le loft vide, les lumières de la ville scintillant au-delà du verre, mon esprit course avec des cartes routières de produits, des stratégies de marketing et des emplacements d'investisseurs. J'ai réalisé que j'avais besoin d'une équipe de base, d'un ingénieur d'IA pour affiner l'algorithme de recommandation, un agent de durabilité au fournisseur de vétérinaires et un directeur de mode pour traduire les données en conception. J'ai rédigé des publicités d'embauche, déterminé à recruter des gens qui ont partagé ma vision, pas mes conflits passés.
Le matin est arrivé et j'ai réussi à publier sur la sortie. En quelques minutes, les notifications ont cinglé sur mon téléphone. Goût, partage, demande de renseignements. Un blog technologique local a demandé une interview. Une coopérative textile a demandé plus de détails. Un ami du monde des startups a proposé de me connecter avec des investisseurs de semences potentielles. J'ai ressenti la ruée familière de l'élan, le genre que je connaissais autrefois à Caldwell, mais maintenant pleinement le mien. Au cours de la semaine suivante, j'ai transformé le loft en une ruche d'activités. Une longue table pliante est devenue notre espace de travail commun, bondé d'échantillons de tissus, d'ordinateurs portables et de tasses à café. Les réunions en ligne ont bourdonné de collaborateurs éloignés de San Francisco, Londres et de Singapour. Je me suis présenté moi-même, moi et l'équipe, pour m'aventurer des groupes via des appels vidéo, suivant des decks concis qui présentent des marges projetées, des études de marché et une feuille de route à la rentabilité en 18 mois. Je suis particulièrement fier de notre plan de durabilité, un modèle de boucle fermée où les vêtements retournés seraient recyclés dans de nouvelles fibres et les clients pourraient voir l'impact environnemental de chaque achat. Ce n'était pas seulement un point marketing. C'était une pierre angulaire morale forgée de ma propre expérience d'être jeté de côté par un empire familial qui valorisait le profit par rapport au principe. All Trades défendrait l'intégrité autant que l'innovation. Un après-midi, alors que je regardais les premiers testeurs bêta partager des vidéos de leurs modèles générés par l'IA, des blazers sur mesure qui me serraient dans les régions du corps à l'usure de rues modulaires qui s'adaptent au mouvement. J'ai ressenti une vague de fierté. C'était le fruit du mois de spin dans les salles de motel et les salles de conférence des clauses de rédaction et des contre-mouvements. J'ai construit quelque chose qui m'appartenait entièrement. Ce soir-là, j'ai organisé un petit rassemblement de lancement dans le loft. Un mélange d'employés précoces, de designers locaux et de quelques investisseurs qui s'étaient envolés pour voir le prototype. Les murs blancs étaient bordés de planches d'humeur et d'échantillons de tissu. Les verres à vin à moitié vides ont attiré la lueur chaude des pendants. Je me suis tenu à la tête de la pièce et j'ai levé un verre à de nouveaux débuts, dis-je, la voix attrapant légèrement la construction de nos propres conditions. Que les Trades Holloway soient plus qu'une marque. Que ce soit une déclaration selon laquelle l'intégrité, la créativité et le respect peuvent coexister, et que les portes les plus puissantes sont celles que nous nous ouvrons. Des lunettes tiennées, le rire remplissait le grenier et j'ai réalisé que pour la première fois en un an, je n'ai pas été défini par la porte verrouillée de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, j'étais celui qui tenait la clé, écrivant du code, façonnant la conception et trace un avenir construit sur ma propre vision. Alors que la nuit blessait, je suis monté sur le balcon et j'ai regardé la ville. L'horizon était parsemé de lumière. Chacun une histoire, un rêve, une possibilité. J'ai soufflé profondément, savourant le moment. La marque renaît, mais plus important encore, moi aussi. 6 mois s'étaient écoulés depuis que je me suis tenu à l'extérieur pour la porte verrouillée à Boulder, dépouillé de clés, d'amour et d'un endroit pour appeler à la maison. J'étais passé d'un exil stupéfait au négociateur stratégique au fondateur indépendant. Et maintenant, je me suis retrouvé debout devant un seuil différent. Celui que j'ai choisi d'approcher selon mes propres termes. Le lieu était un loft élégant au centre-ville d'Austin, transformé pour la soirée en un espace événementiel privé avec un décor minimaliste, des rideaux blancs transparents encadrant les fenêtres, des ombres géométriques en brome en train de coulant doucement sur l'entrée marquée arrière. À l'intérieur, une liste d'invités organisée a mélangé les investisseurs, les collaborateurs, les premiers adoptants de fils de couloir. Chaque personne dessinée ici par la promesse de quelque chose de nouveau, quelque chose d'authentique. Je m'arrêtai devant la porte, ajustant le revers de mon blazer. Ma réflexion scintille dans le panneau en verre givré. Le même homme qui croyait autrefois l'amour et la loyauté assurerait sa place dans le monde, maintenant tempéré par des leçons difficiles de pouvoir et de respect. J'ai pris un souffle stable, rappelant le moment où j'ai déverrouillé mon ordinateur portable pour la première fois dans ce loft et rédigé le plan initial de mon expérience de la technologie de la mode. Cette étincelle de possibilités m'avait conduit à travers des batailles de trahison et de salles de conférence, à travers des salles de motel et des effondrements familiaux, directement à ce moment même. J'ai franchi la porte et j'ai été accueilli par des applaudissements chaleureux. La pièce se révoltait et je me dirigeais vers son petit podium sous un projecteur. Derrière moi, un grand écran affichait le logo Holloway Trades, une fusion élégante de H&T que j'ai conçue pour symboliser l'intersection de la technologie et de l'artisanat. J'ai jeté un coup d'œil au visage devant moi et j'ai senti une vague de gratitude. Ce sont des gens qui ne voyaient pas l'héritage dans lequel je suis né ou l'empire que j'avais aidé à construire,
mais la vision et les valeurs que j'ai incarnées. Je m'éclate de la gorge et commencé, la voix calme, mais résonnante. Merci à tous d'être ici ce soir. Ce rassemblement marque plus qu'un lancement. Cela signifie une nouvelle ère. Une époque définie non pas par un privilège hérité ou l'ambition des autres, mais par l'authenticité, l'innovation et le respect. Je m'arrêtais, laissant les mots s'installer. Une porte autrefois fermée sur moi a peut-être ressenti une fin, mais c'était en vérité une ouverture pour redécouvrir ce qui compte vraiment. Derrière moi, les images scintillent, les conceptions de prototypes, les cartes de notre chaîne d'approvisionnement durable, les captures d'écran de notre interface de personnalisation et driven. J'ai guidé le public tout au long de notre parcours de l'idéation au programme pilote, de l'investissement initial au premier flux de revenus, des croquis conceptuels aux créations générées par les utilisateurs qui ont fondu le style personnel avec l'apprentissage automatique. Chaque diapositive représentait d'innombrables heures de codage, de tests, d'approvisionnement en matériel et de partenariats de forgeage avec des artisans à mi-chemin du monde entier. Pendant que je parlais, j'ai regardé des hochements de tête dans la pièce. Les investisseurs se sont penchés en avant, posant des questions sur l'évolutivité et la stratégie de marché. Les concepteurs ont échangé des chuchotements excités à propos des collections de capsules à venir. Les ingénieurs ont fait des notes dans les ordinateurs portables. Je me suis délecté de l'énergie, un témoignage vivant de l'esprit collaboratif que j'ai envisagé lorsque j'ai esquissé les fils de couloir sur un bureau de motel. Enfin, j'ai conclu. Cette porte que nous avons ouverte conduit ensemble à un territoire inexploré. Il exige la curiosité, le courage et la compassion. Mais je crois en ce que nous construisons parce qu'il est ancré dans l'intégrité et alimenté par la créativité. Alors, voici le voyage à venir. Puissions-nous continuer à forger de nouveaux chemins, à perturber les anciennes normes et, surtout, de rester fidèles à nous-mêmes. La pièce a éclaté en applaudissements. Je me suis retiré du podium, ressentant une chaleur qui n'avait rien à voir avec les projecteurs ou les distinctions. C'était la chaleur d'appartenir à quelque chose que j'avais créé, quelque chose qui honorait mes valeurs. Plus tard, alors que les invités se mêlaient à des mannequins sur mesure drapés dans des ensembles générés par l'IA, je me suis déplacé à travers des grappes de conversation. J'ai félicité l'ingénieur principal pour avoir affiné l'algorithme de recommandation, salué la liaison de durabilité pour avoir négocié l'approvisionnement en tissu écologique et remercié l'investisseur qui avait offert un mentorat au début. Chaque poignée de main, chaque sourire a renforcé la communauté que nous avons construite, une encrue dans le respect mutuel plutôt que dans la commodité ou le pédigré. Dans un coin plus calme, j'ai trouvé le vieil ami de Sabrina et partisan, Elena.